Fin aujourd'hui à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. 42e sommet qui a reconduit l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara dans ses fonctions de président en exercice et décidé un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son territoire national. Tenu aujourd'hui de la première réunion du comité de pilotage des élections pour la bonne organisation de ces échéances prévues avant le 31 juillet 2013. La mission du comité est surtout de suivre toutes les actions entreprises pour le bon déroulement du processus. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Je vous le disais dans les titres, le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin en début d'après-midi à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Parmi les décisions du sommet, la reconduite du président Alassane Dramane Ouattara comme président en exercice de la CEDEAO et un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité territoriale. Pour la CEDEAO, le désarmement de tous les groupes armés et la rénonciation du MNLA à ses velléités sécessionnistes sont des conditions à respecter avant toute négociation. Envoyé spéciaux Aruna Diarra, Tchessira Emmanuel Dambélé. Ce 42e sommet a confirmé l'engagement sans faille de la CEDEAO aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité. L'organisation sous-régionale réunie à Yamoussoukro a été plus tranchante en réitérant tout son attachement à l'unité et à l'intégrité du Mali et son soutien aux autorités de transition à qui elle demande de continuer sur la bonne voie. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition, dirigées par le président Dioncounda Traoré, et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles, civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition et ce conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. Reconquête du nord du Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement salue l'action décisive de la France dans notre pays et les efforts de l'ensemble des pays contributeurs à la mission de soutien au Mali. Elle demande à la Commission de veiller à ce que les besoins de cette mission soient satisfaits en termes de déploiement et de logistique complémentaire. Si la CEDEAO est pour le déploiement d'observateurs des droits de l'homme sur le terrain, elle pose une condition à toute négociation avec les groupes armés. Ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce, à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. À cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la rénonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. La CEDEAO a endossé le concept rénové des opérations de la MISMA et s'engage à accélérer le déploiement des troupes dont la taille évolue. Nous avons entériné la taille de la MISMA à 8000 hommes et son opérationnalité sur le terrain exige maintenant un budget de 950 millions de dollars, dont près de la moitié a été levée lors de la conférence des donateurs en Éthiopie en janvier dernier. Notre conférence invite donc tous les pays africains et tous nos partenaires à s'impliquer résolument dans le financement de la MISMA. La CEDEAO se félicite de la coopération positive de l'Algérie, de la Mauritanie, du Maroc pour la résolution de la crise au Mali.
L'adoption de la feuille de route avec une place pour les élections a été appréciée par la communauté qui accueille avec joie les propositions de contribution financière de la Gambie et de la Guinée équatoriale au profit de la MISMA. Le président tchadien Idriss Déby Itno était l'un des invités spéciaux de ce sommet de la CEDEAO. Son pays a déjà envoyé 2000 soldats qui se battent dans le nord du Mali aux côtés de militaires français et maliens. Les Tchadiens qui ont perdu 24 de leurs dans des affrontements dans la drare des Iforas. Idriss Déby, qui a été invité à prendre la parole à l'ouverture du sommet, a profité de l'occasion pour s'adresser à la CEDEAO et à tous les Maliens. Nous vous proposons de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux. Je voudrais nous rappeler à nous tous notre responsabilité face à l'histoire. L'heure n'est plus au discours, moins encore à de nombreuses procédures, mais plutôt à l'action. Des concertations sont certes nécessaires à la conduite de nos actions, mais l'ennemi n'attend pas. Que nous appelons l'état-major de la CEDEAO à plus de célérité en accélérant l'envoi des troupes dans la zone libérée afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes. Mais permettez-moi de relever ici notre souhait de voir, aux côtés des troupes tchadiennes dans les montagnes de l'extrême nord du Mali, des troupes des pays frères africains. À mon frère Diokounda Traoré, dont la détermination est connue, je voudrais lui redire notre soutien. C'est une vocation de choisir le métier des armes. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Ici à Bamako, les membres du gouvernement étaient réunis ce matin à la primature pour un conseil de cabinet. Un conseil qui avait à son ordre du jour 2 points essentiels. Il s'agit de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation ainsi qu'un comité de suivi de la feuille de route pour la transition. 2 organes qui permettront d'une part de ressouder les tissus sociaux et d'assurer l'exécution correcte du plan d'action de la feuille de route du gouvernement d'autre part. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, Bourama Traoré. Un conseil de cabinet du gouvernement, 2 documents importants sur la table de discussion. Le premier concerne la mise en place d'un nouveau comité de suivi de la feuille de route pour la transition. Un comité qui servira de structure administrative en vue d'exécuter efficacement le plan d'action issu de la feuille de route. Après le vote de la feuille de route par l'Assemblée nationale, il y a un plan d'action qui en est sorti, donc qui détaille des activités à mener par les départements autour des 2 axes fondamentaux de la transition, qui sont la libération du Nord et l'organisation des élections. Donc ce plan d'action existe déjà et sa mise en œuvre doit mettre à contribution pratiquement l'ensemble des départements ministériels. Donc des tâches vont être confiées à tous les départements ministériels, insérées dans un chronogramme. Il s'agit pour le chef du gouvernement de s'assurer à tout moment que le travail tel qu'il a été conçu dans le temps imparti est en train d'être exécuté à un rythme satisfaisant. Ce comité est mis en œuvre sous la présidence du chef du gouvernement. Le second document sur lequel le Conseil a travaillé est relatif à la mise en place d'une nouvelle commission de dialogue et de réconciliation. Cette commission devra répondre à un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles assurer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et renforcer l'unité nationale. Dès que la guerre sera terminée au nord et que l'État sera revenu sur place, il faudrait prendre toutes les précautions pour qu'on n'assiste pas à des situations de difficultés de cohabitation entre les communautés qui sont en présence. Parce que pas mal de choses qui sont passées, qui sont susceptibles de mettre à mal la cohabitation entre les différentes communautés. Et cette commission qui doit être mise en place est rattachée directement au président de la République
composé de fortes personnalités désignées par le président de la République et le Premier ministre, de manière à couvrir l'ensemble du territoire national et faire en sorte que la classe politique, la société civile et les régions se retrouvent toutes dans cette structure qui va être mise en place. Elle va pouvoir mettre des démembrements au niveau des régions et des cercles pour mener des actions qui puissent permettre effectivement de calmer la situation sociale, de faire en sorte que le climat social soit apaisé et que la nation retrouve effectivement son unité. Unité sans laquelle rien n'est possible. C'est dire que les membres de la nouvelle commission de dialogue et de réconciliation auront la lourde responsabilité de ressouder les tissus sociaux afin de permettre au Mali de retrouver sa stabilité. Le comité de pilotage des élections a tenu aujourd'hui sa toute première réunion. Il travaille à la bonne organisation des élections qui sont prévues avant le 31 juillet 2013. La mission du comité est surtout de suivre toutes les actions entreprises pour le bon déroulement du processus. Un travail qui s'est fait en collaboration avec les autres organes déjà sur place. Ibrahima Traoré. Élection générale au Mali avant le 31 juillet 2013, les choses se précisent progressivement. Le comité de pilotage des élections est installé. Il est présidé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le comité est essentiellement composé de membres du cabinet ministériel, des services techniques du département et de quelques ministères impliqués dans l'organisation des élections. Au cours de cette première rencontre, les membres du comité ont parlé surtout de la partie technique des préparatifs du processus électoral. Le budget, l'organisation logistique, l'organisation technique, les échanges avec les partis politiques, mais aussi le retour de l'administration d'une manière générale et essayer de maîtriser tous les éléments, tous les indicateurs qui doivent nous permettre d'aller doucement mais sûrement vers de bonnes élections. Tenir les élections avant le 31 juillet 2013 est un challenge important selon le ministre Koulibaly. Le chronogramme est serré, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut redoubler d'efforts et foncer pour relever le défi, a-t-il ajouté. Nous sommes déjà fin février, vous comprenez, nous voulons faire ça pour juillet. Il nous reste très peu de temps. Nous avons beaucoup d'activités à mener en termes de formation, en termes de retour de l'administration, en termes de sensibilisation. C'est pourquoi nous disons que le calendrier est un peu serré, mais nous pensons que nous pourrons arriver aux grands équilibres nécessaires à l'organisation de très bonnes élections. Nous allons nous engager dans ce sens-là pour pouvoir respecter le calendrier. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez, nous sommes en période de transition marquée par une crise sécuritaire et qui détermine aussi beaucoup d'autres choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous engager dans le sens de respecter la feuille de route, mais il ne faut pas être là à hésiter encore. Dans l'agenda du comité, on note à court terme le retour de l'administration dans les régions du Nord et dans une partie de Mopti. Le comité entend mettre aussi très vite un accent particulier sur la communication, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens pour une forte participation aux élections à venir. Nous vous livrons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. À raison des travaux d'élargissement et de modernisation en cours sur le boulevard du 22 octobre 1946, du monument de l'indépendance au carrefour de l'Entup, la corniche de l'échangeur Salam à l'entrée de l'hôtel Kempinski, l'avenue du 5 septembre, du monument de l'indépendance à l'entrée du génie militaire, les voies est et ouest de la BCEAO, la circulation sera perturbée à compter du 1er mars 2013 pour une durée prévisionnelle de 14 mois. Les dispositions seront prises pour assurer la circulation à partir des déviations identifiées à cet effet. Assurance donnée par le ministre de l'Équipement et des Transports. Plus de 143 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un don offert par l'Organisation mondiale de la santé au ministère malien de la Santé, composé de médicaments et de dispositifs médicaux. Le don est destiné aux régions de Gao et de Tombouctou. Adama Koudjo. Ce don est essentiellement composé de médicaments contre le paludisme, le choléra et des kits de santé pour la reproduction et la prévention post-exposition au VIH-Sida. À cela, il faut ajouter des kits complets de chirurgie et des dispositifs médicaux. Le don est l'œuvre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous sommes dans une situation humanitaire assez difficile, avec une situation sanitaire exacerbée au nord et au sud du Mali. Le choix de ce don est basé sur les besoins que nous avons clairement identifiés avec le gouvernement du Mali. Et donc cela répond aux besoins identifiés sur le terrain, aussi bien dans les zones qui reçoivent les populations déplacées que dans les zones
où le conflit existe toujours. D'un coût total de plus de 143 millions de francs CFA, les produits vont contribuer à la reconstruction des stocks des structures de santé. L'OMS accompagne ainsi le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Ces dons de médicaments viennent à point nommé et seront destinés donc aux régions du Nord, notamment les structures de santé de Tombouctou et de Kidal. Et nous allons prendre les dispositions pour les faire parvenir sur site dans les meilleurs délais. Ces dons permettront de combler le risque de rupture qui existe présentement au nord. La donation est rendue possible grâce au soutien de la République fédérale de Russie. Dans le cadre de l'aide à l'armée, le Haut Conseil islamique, les collectivités locales et les opérateurs économiques de CAI ont remis la semaine dernière plus de 20 millions de francs CFA au comité régional de crise. Présidé par le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, les opérateurs ont collecté plus de 13 millions de francs CFA, dont une partie, soit plus de 3 millions, a été envoyée à Bamako. Le reste ayant été remis au comité régional. Pour plus de précisions, nous écoutons le président de la Chambre de commerce et d'industrie de CAI, Diaby Doucouré. Il est au micro de Siaka Konaté. Les autorités nationales ont fait un appel à l'ensemble des Maliens pour faire face aux difficultés que le pays connaît en ce moment. Donc, cet appel nous est parvenu, à nous, opérateurs économiques aussi. Et nous avons regroupé toutes les structures, je vous dis bien toutes les structures de la région. Vraiment, je vous assure que même les vendeurs de condiments ont interpellé toutes les structures à l'eau. Et chacun a intervenu vraiment jusqu'à atteindre ce niveau de collecte. Donc nous avons pu collecter au total 13 200 000 francs. 13 200 000 francs que nous avons divisés parce que nous pensons que CAI est très exposé parce que à la frontière entre 2 ou 3 États qui sont considérés comme un peu difficiles en relation de l'existence de la rébellion près de ces trois pays. Nous avons jugé utile de partager cet argent, donner 3 100 000 francs que nous avons versés dans le compte national et 10 100 000 francs que nous avons versés l'autre jour au gouvernorat. Les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, en abrégé FAR Ankawili, c'est le nom du nouveau parti politique qui sera porté sur les fonds baptismaux dans les prochains jours. L'information a été donnée ce matin lors d'une conférence de presse. Cette nouvelle formation politique soutiendra la candidature de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé à la prochaine présidentielle. Momari Kone. À quelques mois des élections présidentielles, les partisans de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé se mettent en ordre de bataille. Ils créeront dans les jours à venir un nouveau parti dénommé Force alternative pour le renouveau et l'émergence, FAR Ankawili. Une formation qui ne sera pas de trop dans les landerneaux politiques maliens selon ses responsables. Les FAR sont l'aboutissement d'un processus qu'ensemble des citoyens maliens, femmes et hommes de toutes conditions, de l'intérieur du Mali ainsi que de la diaspora, ont décidé de mettre en œuvre pour formaliser leur soutien à la candidature de M. Modibo Sidibé, et ce, bien avant qu'il ait fait officiellement acte de candidature à l'élection présidentielle. Le futur parti entend redonner à la politique ses lettres de noblesse. Comme il fallait s'y attendre, l'adhésion de Modibo Sidibé à l'ADEMA a été évoquée. Aujourd'hui, Modibo n'est pas encore militant des FAR. S'il est avec l'ADEMA, si l'ADEMA soutient la candidature de Modibo, l'ADEMA sera avec les FAR pour soutenir cette candidature. Parce que nous avons été créés pour soutenir la candidature de Modibo Sidibé. Dans le manifeste pour le renouveau démocratique, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, FAR Ankawili, veulent rebâtir l'État et reconstruire la nation. Le parti prendra ses quartiers à la Maison Bleue, son siège à Amdalaïa. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se prépare pour les élections prochaines dans notre pays. C'est dans ce cadre que le coordinateur de la structure au niveau de la région de Ségou a visité les différents cercles. L'objectif de cette tournée de Djonkunda Samabali était de faire un état des lieux par rapport aux échéances de 2013. Il nous dresse le bilan de cette tournée au micro de Kandesila. Dans la plupart des démembrements que nous avons visités, CL et CEC, les choses sont en place. Il y a peut-être
un maximum d'un élément dans quelques CEC qui manquent pour des raisons, comme je l'ai dit, de décès ou de mutation, ou même d'exode. Sinon, pour la plupart des CEC visités et des CL visités, les choses sont en place. Aujourd'hui, nous pouvons dire que quand on décidera de reprendre de manière plus active, comment dirais-je, nos missions sur le terrain, on est prêt. Parce que maintenant, c'est l'heure d'être prêt. Et aujourd'hui, puisque le ministère de l'administration territoriale, qui est l'organe chargé de l'organisation matérielle et des élections, la DGE, ces dispositions pratiques étant en cours, les différentes dates étant données dans le chronogramme, si ces dates sont respectées, nous serons prêts pour superviser et suivre l'ensemble du déroulement des opérations du processus électoral. Aujourd'hui à Tombouctou, avec la présence des forces françaises et maliennes, l'espoir de sauver l'année scolaire est permis. Les autorités communales, malgré le manque de moyens et de ressources humaines, ont rouvert les classes du fondamental au secondaire. Le centre d'animation pédagogique CAP a invité les enseignants qui avaient quitté la ville à rejoindre leur poste. Les élèves se disent heureux d'être libérés, de pouvoir se distraire et de s'adonner pleinement aux études. Ils sont en sécurité et en paix. Des images rapportées par nos confrères de la DIRPA. Situation au nord toujours, après des attaques perpétrées par le Moujao contre la ville de Gao, le commandant des forces maliennes rassure les populations. Selon lui, les forces présentes à Gao ne failleront pas à leur devoir de sécurisation de la ville. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diara et Mansa Doumbia. Eh bien, vous savez, ce n'est pas très facile de cerner une ville de la dimension de Gao. C'est déjà une ville assez grande. Et avec le volume de force que nous avons ici, ce n'est pas facile de cerner tous les centimètres qui entourent la localité de Gao. Et c'est en exploitant certainement des renseignements avec certaines populations et aussi en prenant en compte les petites failles qui pouvaient se trouver au niveau de notre dispositif que ces individus ont certainement pu s'infiltrer à l'intérieur de la ville. Mais malheureusement, pour eux, je dirais, ils ont été signalés, ils ont été vus quand même par des individus qui nous ont signalé leur présence en ville. Je disais, la ville est trop grande pour être cernée par toutes nos forces. Donc, vous voyez, il y a des portions nord-est de la localité qui sont complètement désertiques. Et la portion sud, la portion ouest, c'est le fleuve. Et nous pensons que très probablement ces gens ont pu s'infiltrer par le fleuve. Et à ce niveau, nous avons des éléments qui patrouillent. Donc le lieu par lequel ils se sont infiltrés, c'est un lieu de marché. Il y a beaucoup de hangars utilisés par des habitants locaux. Donc c'est à ces endroits et ce n'est pas facile d'observer à ces endroits. L'armée a bien les moyens d'aller vérifier derrière le fleuve. Mais nous ne pensons pas que ce soit une priorité en ce moment. L'essentiel, c'est de pouvoir interdire déjà les berges du côté de Gao. Ça, c'est le plus important pour nous maintenant. Et le danger peut bien provenir de la ville de Gao. Et à l'analyse que nous avons effectuée après les actions de jeudi dernier, nous pensons qu'il y a encore à Gao des dépôts d'armes, de munitions et d'explosifs. Et nous sommes en train de continuer encore à faire les fouilles. Pour le moment, on a renforcé le dispositif sécuritaire au niveau, sur toute la ligne du fleuve. En fait, toute la berge du sud jusqu'au nord de Gao. Et nous sommes persuadés à l'heure actuelle que l'infiltration par le fleuve, c'est quasiment impossible. Mais aussi les militaires vous disent qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils étaient seulement engagés dans le combat, ils n'ont pas eu le temps de manger. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Tout le monde a l'alimentation à Gao ici, les gens mangent vraiment à leur faim. Mais vous reconnaîtrez avec moi que quand un militaire est engagé dans des combats, ce n'est pas le moment qu'il faut choisir pour aller chercher à manger. Non, c'est que nous préférons ne pas nous prononcer sur les opérations à venir. Une délégation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, conduite par le capitaine Sungalo Coulibaly, vient de rencontrer les éléments de la 8e région militaire de Sikasso, avec comme objectif d'informer l'ensemble des forces armées et de sécurité sur les prérogatives du comité et par la même occasion s'enquérir du moral des hommes de la garnison. Reportage ORTM Sikasso, Daouda Diakité. En venant à la rencontre des éléments des forces armées et de sécurité de la 8e région militaire de Sikasso, la mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité entend mettre au même niveau d'information officiers, sous-officiers et militaires du rang sur les prérogatives de la structure. Pour que nos camarades comprennent quelles sont les relations
entre le comité et les autorités militaires en place et comment la réforme va se dérouler. Nous avons besoin de tout le monde, que ce soit les forces militaires, que ce soit même les personnels civils. Le comité est ouvert à tout le monde pour que tout le monde puisse apporter son soutien, pour que le Mali puisse avoir une armée disciplinée, une armée capable de faire face à sa mission régalienne et qui reste au service de la nation. Le comité créé pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité s'appuie sur l'ensemble des composantes de l'armée pour la réussite de la mission à eux confiée par l'État. Les préoccupations soulignées, c'est toujours dans le contexte des conditions de vie des militaires, les conditions de travail. Et la réforme, c'est essentiellement sur ça. Je crois qu'on fera le maximum pour que les gens puissent être dans les meilleures conditions et de travail et de vie pour que le Mali bénéficie de l'armée tant voulue. Occasion pour le commandant de la 8e région militaire de Sikasso, le colonel Khalifa Sougodogo, d'insister sur la discipline, le respect des droits humains sur les théâtres d'opération. Après Sikasso, une autre mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité vient de séjourner dans la cité des Rails. L'objectif de cette autre visite est de s'imprégner des réalités sur le terrain et mieux informer les forces armées et de sécurité de la première région sur les missions du comité, les réalisations qu'il a déjà faites et les perspectives pour une bonne réforme de notre armée. Les éléments de la 4e région militaire ont présenté des doléances qui concernent notamment la dotation en équipement, l'opérationnalisation du plan de carrière militaire. Kaya Mahamadou Alioubari. Cette visite du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité dans la capitale des Rails a pour objectif de toucher du doigt les réalités sur le terrain, mais aussi de présenter le comité, les missions qui lui sont assignées et les perspectives pour la bonne réforme de notre armée. La création de ce comité, le comité militaire de suivi des réformes des forces de défense et de sécurité, qui a en charge l'élaboration du programme de réforme des forces de défense et de sécurité, sa mise en œuvre et son évaluation ne peut se faire, l'atteinte de ces missions ne peut se faire sans cette collaboration évidente avec ceux-là même qui sont les acteurs, qui sont les bénéficiaires de ces réformes. Pendant plus de 3 heures de débat à la garnison du camp Mohamed Lamine Drami, les éléments de nos forces armées et de sécurité de CAI ont été édifiés sur la loi créant le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, les actions déjà faites par le comité. Les éléments de CAI ont présenté plusieurs doléances qui sont entre autres la dotation en équipement, le renforcement des capacités et l'opérationnalisation d'un plan de carrière dans l'armée. Auparavant, la délégation du comité avait rencontré la hiérarchie militaire de la région. Une visite de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale a mis fin à cette visite du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité dans la cité des Rails. La communauté internationale célèbre demain 1er mars la journée mondiale de la protection civile, une date qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1972, de la constitution de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, en tant qu'organisation intergouvernementale. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « La protection civile et la préparation des organisations de la société civile pour la prévention des risques de catastrophe ». À cette occasion, voici un extrait du message du ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Propos recueillis par Nando Damele. Le thème de la journée de cette année revêt une importance capitale. Il est d'autant plus important que les organisations de la société civile sont des partenaires incontournables des décideurs politiques, car elles sont les mieux placées pour détecter les besoins des populations pour un développement durable. Au Mali, les organisations de la société civile ont toujours joué le rôle qui est le leur dans la gestion de tous les événements majeurs intéressant la vie de la nation. En effet, dès l'éclatement de la crise politico-sécuritaire et humanitaire que connaît notre pays depuis janvier 2012, nous avons constaté que de nombreuses organisations humanitaires et caritatives se sont développées et continuent à œuvrer sur le terrain afin d'aplanir les souffrances des victimes civiles et militaires. Convaincus que l'atténuation de la pauvreté à travers le développement économique et social, ainsi que la réduction des risques et des catastrophes, sont des sujets étroitement interdépendants, nous devons mettre le dynamisme des organisations de la société civile à profit
et engager notre responsabilité envers elles dans un cadre légal, en leur dotant des moyens leur permettant de renforcer les capacités locales de résilience face aux catastrophes. Le laboratoire national des eaux a tenu ce matin la 8e session ordinaire de son conseil d'administration. Une session qui passera en revue les activités 2012 consacrées à des analyses de ressources en eau. Elle doit également valider le projet de budget 2013 qui s'élève à plus de 530 millions de francs CFA. Un budget qui permettra l'ouverture prochaine du laboratoire régional de Caille. Le point avec Sira Bachili. Le laboratoire national des eaux, un service créé en 2008 pour assurer le contrôle et le suivi de la qualité des ressources en eau. Malgré la crise sociopolitique, le laboratoire a pu réaliser plus de 2600 analyses physico-chimiques et plus de 4800 analyses bactériologiques. Des examens qui mettent en évidence le degré de pollution des eaux, surtout de surface, comme le fleuve Niger. La pollution bactériologique surtout est fréquente, puisque ça c'est dû à des pollutions fécales au niveau de certaines eaux. C'est surtout accentué au niveau des eaux de surface. Mais au niveau des eaux souterraines, il y a moins de pollution bactériologique. Mais il peut y avoir des pollutions physico-chimiques, dues à des concentrations élevées de certains métaux lourds. Nous invitons aussi les teinturières et aussi d'autres activités génératrices de revenus qui contribuent à la pollution de l'eau, des eaux de surface, telles que le fleuve Niger, le Bani, et le Sénégal, le bassin de la Volta. Avec l'acquisition de nouveaux équipements et un budget prévisionnel de plus de 530 millions de francs CFA, le laboratoire national des eaux pourra rendre opérationnel courant 2013 un réseau de suivi et d'évaluation de la qualité des ressources en eau au Mali et bien d'autres projets. Avec la mise en service très prochaine du laboratoire régional de Caille et le renforcement en moyens matériels et humains de celui de Mopti, l'espoir est permis. En effet, ce dispositif devra permettre au Laboratoire national des eaux d'accroître ses capacités d'intervention sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira donc pour le laboratoire d'établir les normes sur la qualité. Les études et les recherches se poursuivront dans ce sens. Ouverture ce matin à Bamako de la 5e session du comité de pilotage du projet d'appui à la filière coton textile. Avec un budget de 8 milliards de francs CFA, ce projet envisage pour 2013 par exemple la création de 90 champs-écoles producteurs. Les administrateurs au cours de cette session feront aussi l'examen du rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2012. Le compte-rendu de la cérémonie avec Moudibou Mariko. Au moment où se tient cette 5e session du comité de pilotage, les projets d'appui à la filière coton textile engrange des acquis. On a eu à construire 40 magasins de stockage pour les producteurs, 20 marchés ruraux. Et nous avons construit des laboratoires et réhabilité un certain nombre de bâtiments pour la recherche agricole orientée sur le coton. Un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton à Ségou. Pourtant, l'année 2012 a été particulièrement difficile. La suspension de la coopération à cause des événements sociopolitiques a empêché la réalisation de certaines activités. Des difficultés certes qui n'auront pas anéanti la volonté du projet d'acquérir des biens et services. Pour 2013, avec un budget de plus de 8 milliards et demi de francs CFA, 90 champs écoles producteurs seront créés et l'accent sera mis surtout sur la formation avec l'appui du gouvernement. Grâce à ces efforts, l'on enregistre aujourd'hui avec enthousiasme une tendance à la hausse de la production de coton-graines qui est passée de 236 410 tonnes en 2009-2010 à près de 480 000 tonnes en 2012-2013. Et qu'avec la récente reprise de la coopération entre la BAD et notre pays, le dossier d'appel d'offres international pour le recrutement des entreprises des travaux publics a été lancé. Un examen minutieux du rapport d'activité 2012 et du programme de budget 2013, objet de cette 5e session, permettra aux administrateurs de faire la meilleure des synthèses possibles pour donner le coup de fouet nécessaire à la relance définitive du sous-secteur coton dans notre pays. Les jeunes Maliens de Global Shapers Community viennent d'initier une rencontre avec les entrepreneurs pour présenter un guide de sortie de crise des entreprises en cette période que traverse notre pays. La rencontre a regroupé les responsables des entreprises et les membres de Global Shapers Community. Reportage de Moussa Fani. Cette rencontre est initiée par les jeunes Maliens de Global Shapers Community.
Elle vise à échanger avec les chefs d'entreprise sur la situation de leur structure en cette période difficile que vit notre pays. Les membres de Global Shapers Community entendent mettre un guide dénommé GPS des entreprises à la disposition des sociétés concernées, ce qui devra leur permettre de bien gérer cette crise. Il y a plusieurs responsables d'entreprises qui sont là aujourd'hui, des personnes qui ont eu à créer leur entreprise durant cette période de crise. Ça leur réussit plutôt bien. Mais après, il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont eu des expériences douloureuses. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir, de faire un partage et puis de se donner des idées. Je crois qu'en créant ce cadre de dialogue entre les différentes entreprises, il y en a qui vont comprendre qu'en réalité, il y a d'autres qui ont créé leur entreprise pendant la crise. Donc je crois que ça va donner le courage à beaucoup d'entreprises de venir, soit ceux qui ont déjà leur entreprise, déjà sur le marché, à se battre pour maintenir leur entreprise, et à encourager d'autres à créer leur entreprise, même pendant la période de crise. Créé en novembre 2011, Global Shapers Community veut mener d'autres activités, notamment celles relatives à l'accès gratuit à la connexion Wi-Fi dans les 6 communes du district de Bamako. Une autre rencontre, celle des acteurs de l'État technique de mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté SEC au Mali, avec les cadres régionaux de la santé, du développement social et de la FENASCOM pour permettre d'apprécier la mise en œuvre des soins essentiels dans les 5 régions concernées. Nando Dambélé. Les bases du document des soins essentiels communautaires SEC ont été jetées lors du forum organisé par le ministère de la Santé et ses partenaires en mars 2009. L'initiative est un ensemble de services et actions préventifs, curatifs et promotionnels ayant une efficacité prouvée. La stratégie a démarré dans plusieurs districts sanitaires des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Après un an, il est donc nécessaire de faire le point de cette mise en œuvre dans les régions pilotes. La rencontre va permettre de mieux préparer celles en perspective sur la mise à jour du document national des stratégies à partir des différentes expériences opérationnelles. La présente rencontre sera l'occasion pour les différents niveaux de se rendre compte des actions menées par les uns et les autres. Je profite de l'occasion pour rappeler tout l'espoir accordé à cette stratégie qui, pour le ministère de la Santé et tous ses partenaires, est porteuse de beaucoup d'espoir dans l'optique d'accélérer vers l'atteinte des objectifs de développement pour le millénaire. Ainsi, les participants vont travailler à faire le point sur le paquet de soins et les services fournis dans le cadre des soins essentiels communautaires, identifier les difficultés et contraintes et proposer des solutions. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération malienne de handball a tenu hier son 18e Conseil national ordinaire. Au cours des travaux, il a été question du bilan du mandat écoulé et des initiatives à prendre pour le bon développement de la discipline. Aussi, le Conseil a réélu le bureau sortant pour un nouveau mandat de 4 ans. Abdul Karim Kaba. On ne change pas une équipe qui gagne. Cet adage inspire la Fédération malienne de handball. Le bureau fédéral vient d'être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, avec à sa tête le général Soumana Kouyaté. Durant le mandat écoulé, le Mali, à travers le handball, a participé à plusieurs compétitions internationales. Entre autres, Gabon 2010 avec les juniors, Ouagadougou 2011 avec les cadettes et Abidjan 2012 au championnat d'Afrique junior garçons. À cela s'ajoutent les éliminatoires des Jeux africains au Sénégal et le Jeux de la CEDEAO au Ghana avec les juniors. Pour les 4 ans à venir, la Fédération malienne de handball entend pérenniser les acquis et corriger les imperfections. Mon équipe fera tout durant ces 4 années prochaines de hisser le handball malien au niveau continental. Ça, c'est un objectif que nous voulons vraiment atteindre, quelles que soient les difficultés financières qui vont se poser. Actuellement, nous avons atteint un niveau technique assez suffisant alors pour que nos équipes puissent aller vraiment loin sur le continent. Pour mener tous ces projets à port, le 18e Conseil national ordinaire a vu l'arrivée de 2 nouveaux membres, à savoir commissaire Azer Keïta comme 2e vice-président, Harouna Diarra, responsable à l'organisation, et Modibo Traoré qui passe de la 2e à la 1re vice-présidence.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouverez Sira Bachili pour les éditions de la mi-journée à 10h et à 13h. Moi, je serai là pour les éditions du soir. En attendant, soutenons sans cesse nos forces armées et leurs alliés dans la difficile mission de reconquête du territoire national, eux et toutes les populations souffrant de cette crise. Merci, à demain.